Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Manon Chevènement. Donc, tu es médecin généraliste, mais tu es aussi femme atteinte de lipœdème. Et donc, tu as vraiment cette double casquette, en fait, à la fois de patiente et à la fois de médecin. Et vraiment, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi, surtout que tu viens de soutenir ta thèse donc en médecine. Donc, la première thèse en France consacrée au lipœdème, mais surtout au parcours des patientes atteintes de lipœdème. Et tu as fait vraiment un travail exceptionnel puisque dans le cadre de cette thèse, tu as récolté 2500 réponses, qui correspond à la plus grande cohorte internationale de femmes relevées de femmes atteintes de lipœdème. Ouais. Donc vraiment bravo pour ce projet, pour voilà, la quantité de données colossales que tu as recueillies. Et tu nous en parleras un petit peu plus puisque voilà, j'ai hâte d'en savoir plus, hâte de connaître tes résultats et voilà ce que tu as pu enfin, tout ce travail que tu as fait, ce qu'on peut nous en attendre par rapport au lipœdème. Alors, pour toutes les femmes et toutes les personnes et tous les hommes qui ne connaissent pas le lipœdème et qui nous écoutent, le lipœdème, c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS et qui est caractérisée par une accumulation pathologique de masse grasse en général sur la partie basse du corps, puisque c'est essentiellement là qu'on la retrouve. Et les personnes atteintes, donc je disais essentiellement les femmes, ont souvent mal aux jambes, une hypersensibilité. Bref, ça a un véritable impact sur la qualité de vie des femmes qui en sont atteintes. Et malheureusement, c'est encore mal diagnostiqué, mal connu. Et voilà donc tout l'importance de ton travail et de ta thèse pour nous, les patientes. Et je voulais d'abord parler un petit peu de toi, savoir un petit peu quel était ton parcours par rapport au lipœdème, comment tu avais été diagnostiquée et qu'est-ce qui t'avait amené à faire cette thèse. Alors en fait, moi mon parcours il est assez récent, et je suis passée par les mêmes étapes que n'importe quelle femme en fait. Être médecin, ça m'a absolument pas avancé. Hem, Comme beaucoup, j'ai eu alors moi ça a été assez progressif, j'ai un peu du mal à dater le début, mais probablement fin de puberté quoi, 17-18 ans. Élargissement des membres inférieurs, vraiment les jambes, poteau quoi, et ça s'est, un peu aggravé au fil du temps. Après avec mes études de médecine, j'ai progressivement diminué jusqu'à arrêter le sport, donc ça a pas aidé non plus. Hem et donc passé le concours de 6e année, je commence mon internat, arrive le covid. Où donc, en fait, j'alterne entre, des gardes de 24 heures aux urgences et des journées entières, chez moi, et donc je me dis: «Bon, bah, en plus, il faisait super beau en mars 2020». Je me dis: «C'est le moment de se remettre, au sport et tout, d'enfin, perdre ses jambes, quoi». Et donc avant de commencer, je fais quelques recherches quand même parce que, enfin, dans ma vie, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours eu, le ventre plat et un tronc de fille, d'une corpulence, normale, quoi. Mais des jambes que j'arrivais pas à perdre. J'ai fait de la danse, pendant 20 ans de ma vie, j'ai fait, de la muscu, du footing, du fitness, plein de choses, mais j'ai toujours eu ces jambes-là. Et donc je fais que 2-3 recherches et je tombe sur le lipœdème, et puis je me dis un peu je me dis: «Non, mais avant de dire que c'est ça, mets-toi vraiment au sport, c'est fait, avec tes études, tu en as pas fait, enfin, faut t'y mettre vraiment et on verra». Et donc je m'y remets à fond, je me remets vraiment au sport pendant plusieurs mois. Bah, ça bouge pas, hein, comme on s'y attend. Et du coup, je refais ces recherches, c'est resté quand même dans un coin de ma tête, j'ai pas oublié. Et donc je refais ces recherches, je me dis: «Purée, merde, quand même, ça ressemble quand même vachement à ça». Moi aussi, j'ai les douleurs, alors j'avais pas vraiment de douleurs spontanées, mais les douleurs à la pression, pour le coup, je les avais, les bleus tout le temps, et puis le morphotype, jambes poteau, quoi. Et puis en fait, toutes ces premières infos, je les ai par les réseaux sociaux. Donc en deuxième temps, j'ai mon esprit un peu critique de me dire, bon, les réseaux sociaux, ok, mais on va chercher des infos scientifiques sur le sujet. Donc je suis allée sur les bases de données scientifiques. Bon, là, j'ai vu que j'avais pas lu que des bêtises, quoi. Enfin, ça a remis exactement le même symptôme et tout ça. Donc c'est resté quand même dans un coin de ma tête. Je suis tombée, enfin, je me suis mise sur les groupes de réseaux sociaux, les groupes Facebook, là, nationaux, pour prendre des infos, sur, du coup, qu'est-ce qu'on en fait après, quoi? Enfin, comment on se fait diagnostiquer? Qu'est-ce qu'on fait, derrière? C'est comme ça que j'ai eu accès à
l'annuaire de Claire, comme beaucoup de femmes, Pour pour ceux, trouver un médecin pour me diagnostiquer. on en reparlera peut-être tout à Oui, l'heure dans vas-y, les je te laisse conseils, mais expliquer. effectivement, l'annuaire de Claire, je vous remettrai le lien sous la vidéo. C'est un des moyens de trouver des professionnels qui connaissent le lipœdème et qui peuvent le diagnostiquer. Mm. Et en fait, j'ai d'abord voulu aller voir une angiologue que j'avais déjà vue, moi, plus jeune. J'ai une maman voilà, qui fait des varices, trucs basiques. Donc, j'avais vu une angiologue quand j'avais 15-16 ans. Bon, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller la voir elle. Et puis elle m'a dit, oui, bah, t'as un petit lipœdème, mais c'est un stade, franchement, limite zéro. Arrête de manger des féculents et puis fais du sport et c'est réversible, ça va partir. Je Ça fais, mais aussi, merde, est-ce qu'on peut l'entendre? je me suis dit, bah merde, c'est pas tout à fait ce que j'ai lu quand même. Et puis bon, quand je me regarde vite fait, stade zéro, bof, bof, quoi. Et donc je suis allée voir un autre angiologue de l'annuaire de Claire, pour le coup, qui lui m'a diagnostiqué un stade 1 limite 2, hein, c'était un peu limite. Et donc, j'ai eu ce diagnostic-là à l'été 2021. Donc, j'ai commencé à ce moment-là, il m'a prescrit les contentions sur mesure, les drainages. Donc, j'ai commencé à mettre en place la méthode conservatrice. L'alimentation, j'ai pas changé grand-chose. J'ai eu une alimentation équilibrée et j'ai eu tendance dans l'adolescence à être un peu border sur le binge eating. Donc, je restreins pas parce que voilà, je veux pas faire de crise d'hyperphagie ou de trucs comme ça, donc je fais attention, mais voilà, comme j'ai toujours fait, le sport, voilà, et donc j'ai mis en place la contention. Je suis allée voir une kiné, j'ai réussi à trouver une kiné près de chez moi, alors pas par l'annuaire pour le coup, là j'ai cherché sur le site de l'AKTL, on pourra le mettre aussi, c'est l'association des kinés en thérapie lymphatique, bon, je sais plus en gros l'intitulé, mais c'est ça. Donc c'est des kinés qui sont formés en lymphologie. Et donc, j'ai trouvé comme ça une kiné près de chez moi qui fait des drainages. Je suis allée la voir. Elle m'a fait une thérapie. En gros, je suis allée la voir tous les jours pendant 15 jours avant de prendre les mesures de mon collant pour essayer de me faire dégonfler un peu. En plus, on était fin de l'été, il faisait des chaleurs à crever, j'avais des jambes gonflées comme c'est pas possible. Et puis, elle m'a conseillé elle-même une orthésiste avec qui elle travaillait. Et donc, j'ai pu avoir mon premier collant sur mesure, ouais, voilà, octobre 2021, quoi. Donc, j'ai porté de la contention, donc Juso sur mesure et classe 3 trouvée sur Internet, comme beaucoup, là, les Césalus, là, 6 états, la marque italienne, pendant 1 an, y compris l'été. J'avais commencé un peu à l'été avant le diagnostic, vu que je m'en doutais, donc ouais, pendant 1 an. Et pendant ce temps-là, je faisais aussi mes recherches sur les opérations. Et dans mon parcours, j'ai rencontré un seul chirurgien. En fait, j'ai passé des heures et des heures sur les groupes Facebook, pas que français. Je me suis mis sur les groupes allemands, je me suis mis sur les groupes anglophones. Et puis, j'ai fait un Zoom avec un chirurgien, docteur Giorgiani, qui est un chirurgien allemand. Et c'est tout de suite passé parce que je l'ai trouvé très pro et très honnête. Alors un peu à l'allemande, hein, donc ça passe pas avec tout le monde parce qu'il est très, il vend pas du rêve, hein, il est pas là pour vendre du rêve. Donc il était très honnête sur, bah voilà, on va faire du mieux qu'on peut, mais après, il y a une partie qui On dépend pas n'aura de pas moi, quoi. les jambes d'Adriana Carambeu, ça, c'est voilà. Voilà, c'est ça. Et donc il m'avait bien préparé sur le fait de, voilà, faut pas attendre des jambes de mannequin, ce sera des jambes réparées, on fera ce qu'on peut, et puis voilà. Et donc j'ai été opérée par ce chirurgien-là en Allemagne en 2 fois, face avant puis face arrière des jambes, en septembre 2022 et décembre 2022. Alors, est-ce que tu peux du coup nous parler de ta thèse et des résultats, voilà, qu'est-ce qu'il en est ressorti et voilà, parce que quand même Ouais, 1500 enfin 2500 patientes, enfin femmes qui ont répondu en tout cas à ton mm, questionnaire. Donc tu en as c'est conservé que énorme. 1500, mais c'est absolument énorme. Et voilà, on a hâte d'en savoir un petit peu plus sur sur ce qui se dégage. Ouais, alors du coup, ça a été le parcours en parallèle, parce que avant mon diagnostic, moi j'avais comme idée de faire ma thèse sur les effets des écrans sur les enfants. Rien à voir.
Et puis, j'ai eu ce diagnostic-là. Et du coup, ça a commencé à me trotter dans la tête de me dire, c'est quand même une bonne occasion voilà, de faire parler de la maladie, de faire un truc vraiment utile. Parce que la thèse, de toute façon, on est obligé de la faire. On va y passer des heures. Je prétends pas révolutionner la médecine, mais autant que ça serve à quelque chose, quoi. Et donc, en mai 2022, euh, j'ai contacté le professeur Vaillant, qui est un dermatologue et lymphologue à Tours, avec qui Claire d'ailleurs avait écrit son livre. C'est lui qui fait les encarts médicaux qui sont dans le livre de Claire. Et, euh, et donc, je l'ai contacté en lui disant, bon, bah voilà, alors moi, je suis pas dermato, je suis pas médecin vasculaire, je suis que généraliste, entre guillemets. Mais bon, ben, j'aimerais vraiment beaucoup faire ma thèse sur le sujet des parcours patients des femmes atteintes de lipœdème en France, si vous voulez bien me diriger, quoi. Donc, je suis allée le rencontrer et initialement, moi, mon projet, je m'étais dit un truc rikiki, quoi. Je vais interviewer quelques femmes. Bon, par les réseaux sociaux, ça va être facile de trouver. Et puis, elles vont me raconter un peu, puis voilà. Et en fait, lui, il m'a bâti un truc énorme. Il m'a dit non, non, il faut d'abord que tu lances un questionnaire, rapproche-toi de l'association de patientes, puis après, tu interviews des patientes, tout ça. Faudrait qu'il y ait deux parties, ça serait super bien, tout ça. Moi, ça me fait pas peur, je suis très motivée et j'ai des capacités de travail assez extensibles, donc j'ai dit bah ok, on fait comme ça. Et donc, j'ai contacté l'asso, la MLF, dont tu étais dans le bureau à ce moment-là. Bah, pareil, été 2022. Et donc, j'ai rushé tout ça pour que le questionnaire soit fin prêt pour le congrès de l'asso qui a eu lieu en septembre 2022. Bon, il y a eu deux, trois couacs sur les flyers, mais peu importe, ça a été lancé. Ça a été du coup lancé le lendemain, je crois, du congrès de l'asso. Moi, à ce moment-là, j'étais à J6 post-op, donc j'étais encore en train de faire mon questionnaire dans mon lit de la clinique 3 jours avant pour être Pour sûre la, que tout soit prêt. pour la petite histoire, c'est pour ça que tu n'étais pas là au congrès et que tu n'as pas pu C'est parler ça, de ton projet, c'est parce que tu venais de te faire opérer. c'est ça. J'avais beaucoup hésité, mais bon, pour les filles qui avaient été opérées m'avaient dit, bon, tu sais quand même à J5, ça va être compliqué. Effectivement, je pense que ça aurait été compliqué. Donc, je n'étais pas là moi-même pour présenter mon projet, mais en tout cas, ça a été lancé le lendemain du congrès. Et donc, ça a tourné on l'a laissé ouvert 6 mois. On avait décidé ça avant. De toute façon, il faut décider avant dans une étude pour que ce soit correct. Et on s'était dit que 6 mois, c'était bien pour récolter suffisamment de réponses. Et on s'était dit, bon, il y a quand même pas mal de gens sur les réseaux. On espérait 1000 réponses, quoi. On s'était dit, si tu as 1000 réponses sur une étude, ça fait sérieux et c'est bien. Et puis, en fait, bah, j'ai eu les 1000 je crois que fin septembre, en 15 jours, j'avais les 1000. Enfin, ça a été super vite au début. Et puis, bon, après, c'est arrivé au compte-gouttes, mais il y a eu un rush énorme au début parce que je pense que tout le monde attendait un vrai truc. Tout le monde était très content de participer. Et donc, 6 mois plus tard, effectivement, 2500 réponses et 1500 personnes incluses dans l'étude, ce qui à ce jour est la plus grande cohorte internationale sur le lipœdème. L'étude précédente qui avait le plus de participantes, c'était 1300 patientes par questionnaire aussi. Et donc, voilà, professeur Vaillant m'avait un peu aidé sur cette partie du questionnaire, mais sur la deuxième partie, sur les entretiens, c'est pas du tout son domaine. Ça, c'est plutôt de la recherche de médecine générale. Pour le coup, on s'intéresse beaucoup, on fait beaucoup de discussions comme ça avec les patientes. Et donc, j'ai trouvé un autre directeur de thèse pour m'aider sur cette partie-là en médecine générale. Et donc, faire une thèse qui finalement est en 3 parties parce que j'ai fait une revue de la littérature, j'ai lu tout ce qui est sorti sur le lipœdème jusqu'à du coup fin juin 2023. Donc j'ai une première partie de ma thèse, les 80 premières pages, c'est déjà où on en est de la recherche sur le lipœdème, et qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on sait pas. Et puis ensuite l'analyse des questionnaires et ensuite l'analyse des 4 entretiens que j'ai faits. Et donc j'ai soutenu effectivement fin septembre 2023, un an après le lancement du questionnaire. Alors, est-ce que tu acceptes de nous parler déjà un petit peu de ta première partie? Qu'est-ce que le lipœdème aujourd'hui en 2023? Et voilà, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent? Alors c'est un peu compliqué. Il y a
parce que en fait, bon, comme souvent en recherche, mais tout le monde ne travaille pas ensemble. Donc il y a une grosse partie, une grosse base scientifique sur la recherche au niveau cellulaire, en fait. À quoi ça ressemble une cellule de lipœdème, comment elle réagit à différents trucs et tout ça. Ce qui est assez sûr, c'est que les femmes qui sont atteintes de lipœdème, elles ont des cellules adipeuses qui sont plus grosses que du tissu adipeux normal, et que c'est un tissu qui a tendance à se fibroser, qui baigne dans une espèce d'inflammation chronique. Voilà, ça, c'est à peu près, on est à peu près OK. Mais après, sur l'aspect génétique, par exemple, on sait que c'est héréditaire, on a étudié des arbres généalogiques, il y a des traits familiaux, on se doute qu'il y a un pattern d'hérédité, mais toutes les études qui ont cherché les gènes qui pouvaient être impliqués, c'est jamais les mêmes qui ressortent. Déjà, probablement qu'on ne trouvera jamais un gène du lipœdème, mais que plusieurs chemins mènent à Rome et qu'en fait, il y a probablement plein de pistes qui amènent à la fin au lipœdème. Le rôle hormonal, c'est pareil, on sait cliniquement qu'il existe. La plupart des femmes, elles arrivent à placer le début de leurs symptômes, puberté, grossesse ou ménopause, un des trois, mais on n'a pas encore compris exactement par quel mécanisme, ni pourquoi d'ailleurs, que ce soit génétique ou hormonal, pourquoi ça touche que les femmes en fait. Parce que on dit principalement les femmes, mais en fait dans la littérature, il y a 8 cas chez des hommes qui sont décrits. Alors, il y en a probablement plein qui sont pas décrits, mais ça donne quand même une idée que sur 200 études, on est 8 hommes atteints, ça fait pas beaucoup. Donc plutôt des Et c'est que hormones des voilà, et féminines. c'est que des hommes qui ont d'autres soucis d'ailleurs, qui ont un taux d'œstrogène trop élevé, de testostérone trop bas, qui ont plein d'autres soucis, qui probablement est la première cause qui derrière entraîne le lipœdème, en fait. Donc tout ça déjà, rien que sur l'origine de la maladie, il y a beaucoup d'inconnus. Et puis après, alors sur la clinique, tout le monde est à peu près d'accord et on utilise encore les mêmes critères diagnostiques que la première description des années 40 qui a été faite du lipœdème. Donc eux, ils avaient déjà à peu près tout compris hein, en 1940. Ils disent déjà que les femmes, ils disent déjà que c'est héréditaire, ils disent déjà à quoi ça ressemble, ils disent déjà qu'il y a un gros impact psychologique, etc. Donc c'était il y a bientôt 100 ans. Hein. Voilà. C'est pas une nouvelle maladie à la mode, ça c'est un truc qui mérite un petit peu, euh, mais après, sur les Non, traitements, et de le souligner, ce n'est pas une maladie à la mode, non, contrairement à ce qu'on peut entendre. non. Voilà, c'est Alors dit. c'est vrai qu'on publie beaucoup plus depuis 10 ans qu'avant, on s'y intéresse plus maintenant, mais la première description, je le dis et je le redis, c'est 1940, voilà, aux États-Unis. Avec les photos déjà et tous les critères diagnostiques qui vont bien. Voilà. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'après, alors la médecine et la prise en soin évoluent aussi, mais en fait le lipœdème, on a défini les soins, contention et drainage en se basant sur ce qu'on fait pour le lymphœdème, en partant du principe qu'il y a un œdème dans le lipœdème. Et en fait, rien que ça, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'œdème parce qu'au scanner, on ne retrouve pas d'œdème tissulaire et que donc, si on part du principe qu'il n'y a pas d'œdème, finalement, à quoi ça sert de faire des drainages et à quoi ça sert de mettre de la contention? Donc déjà, on a un courant là assez récent ouais, c'est un peu moins de 10 ans, de certains médecins qui préconisent même plus en fait le traitement conservateur, sans pour autant proposer de choses révolutionnaires par ailleurs. Hein. Donc Donc juste, finalement, le traitement conservateur, c'est donc les drainages lymphatiques manuels ouais, et les collants de compression. la contention, ouais, c'est ça. Donc rien que là-dessus, finalement, le consensus qui était établi, il est pas si clair que ça. Pareil sur les effets de l'alimentation. Euh, Alimentation anti-inflammatoire, ça veut finalement, dans la recherche, pas dire grand-chose. Il n'y a pas un régime anti-inflammatoire. En fait, c'est très proche du régime méditerranéen, qui pour le coup est le régime le plus étudié dans la littérature. Donc un régime Essentiellement végétal. ouais, voilà, mais sans éviction de gluten, sans éviction aucune. Effectivement, c'est plutôt végétal, assez brut, une consommation de viande raisonnable. Donc ça, effectivement, il y a quelques études dessus.
Le régime cétogène, où là, pour le coup, c'est le moins de glucides possible et remplacé plutôt par le gras, en faisant très gros. Mais, ça, pour le coup, on a très peu d'études, donc on peut pas se permettre de généraliser et de le recommander. Donc finalement, sur la prise en charge des patientes, on n'a pas de grand consensus qui ressort. Quand c'est étudié, les drainages et la contention, pour le coup, ça a été étudié. Bah, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que ça fait pas un grand effet sur les mensurations, mais que ça a l'air de soulager les patientes. Ça, c'est globalement la seule chose qu'on peut dire. Certains disent que ça diminue le volume des membres, d'autres non, mais en tout cas, ça soulage. Et puis, sur les opérations, pour le coup, on a pas mal d'études, parce qu'en fait, les Allemands, notamment, ils opèrent depuis des années, hein. Ils opèrent depuis plus de 20 ans. Donc, eux, ils ont fait pas mal d'études là-dessus. Moi, ce qui me dérange dans les études les opérations et le post-op, c'est que autant sur le comment faire l'opération, ça c'est assez clair et tout le monde est assez d'accord. Il faut que ce soit des microcanules, il faut que ce soit bien parallèle au réseau lymphatique et pas faire des mouvements comme ça de cisaillement. Après, on peut se faire assister par de la vibration ou par des jets d'eau. Donc ça, c'est les technicités de Wall et Pal. Ça n'a aucune importance, aucune à prouver qu'elle était supérieure à l'autre. Euh, le tout, c'est de connaître son anatomie et de ne pas faire plus de dommages que de réparation. Mais par contre, sur les études qu'on a sur le post-op, le problème, c'est que c'est beaucoup fait par les cliniques qui opèrent et que ils omettent soigneusement de poser la question des récidives. Donc, ils demandent principalement dans leurs études si les femmes sont soulagées de leur douleur et si elles sont satisfaites globalement. Et ça, globalement, les études qu'on a, on en a qui vont jusqu'à 12 ans post-op, ben, c'est plutôt bien. Mais en fait, on ne demande pas si elles ont l'impression que c'est revenu dans les zones opérées ou ailleurs. Et donc là-dessus, c'est une question que posent beaucoup de femmes. Bah, en fait, on ne sait pas répondre, non pas parce que c'est oui ou c'est non, mais parce qu'en fait, on ne pose pas la question. Donc C'est en pas fait, il y a... mesuré, c'est ça. Donc, on n'a pas de Ouais, données c'est ça. là-dessus réelles. C'est ça. Et il y a quelques études post-op qui ont posé la question et qui concluent non. Mais bon, encore une fois, c'est des études qui sont faites par les cliniques. Donc, il y a peut-être un biais là-dedans. Et la seule qui a vraiment posé la question et qui va pas dans ce sens-là, c'est une étude par questionnaire de Karen Herbst qui publie beaucoup sur le lipœdème aux États-Unis, qui, elle, est pas chirurgien, elle est endocrino. Et où, pour le coup, elle a vraiment beaucoup de femmes qui parlent de récidives dans des zones opérées ou dans des zones non opérées. Mais c'est un questionnaire et donc c'est pas vérifié cliniquement ou à l'imagerie. Et voilà, c'est un peu dur de conclure. Mais il y a des données sur lesquelles on ne peut pas conclure et je trouve que ça, c'est des infos qui sont pas toujours données très honnêtement dans ce qu'on voit, enfin, de ce qu'on reçoit quand on est patient. Et, la fin de ma revue de la littérature, c'était surtout sur le parcours patient des femmes atteintes de lipœdème ailleurs, Hmm. comment ça se passe ailleurs. Et en fait, dans pas mal de pays européens, il y a quand même déjà des recommandations qui ont été faites, en fait, européens et les États-Unis, mais les États-Unis, c'est les derniers. Mais par exemple, aux Pays-Bas, ils ont des recommandations nationales sur la prise en charge des patientes depuis 2014, depuis bientôt 10 ans. Depuis bientôt 10 ans, ils ont clarifié le parcours patient, ils ont, voilà, il y a un guide pour les professionnels de santé de diagnostic et prise en charge de toutes ces patientes. Ce n'est pas encore Donc, le cas en en retard, France. d'où la nécessité de faire plein de choses. Et tu le disais si bien, ça a été découvert en 1940, mais ces dernières années, on peut vraiment dire qu'il y a quand même une explosion des publications sur le lipœdème. Du coup, c'est toi, est-ce que tu avais eu des obstacles, tu sais, par rapport à tes pairs, des remarques, des choses? Quand on finit l'internat, on présente un peu notre projet professionnel et notre projet de thèse, Ouais. qui à ce moment-là était, je crois que si j'avais lancé le questionnaire, ça devait être en octobre, donc j'avais déjà eu les 1000 premières réponses. Et donc j'en ai parlé au jury qui était devant moi. Et il y en a une qui m'a dit: «Ah, mais j'ai une patiente qui m'en a parlé, elle s'est fait opérer en Allemagne, machin». Et puis, enfin, même là, mon jury de thèse, du coup, mon directeur de thèse, c'est un professeur de médecine générale, donc il a déjà, il est pas en fin de carrière, mais enfin, il a déjà une bonne carrière derrière lui. Ouais. Et lui, il est effaré, quoi. Il me dit: «Mais enfin,
enfin, je m'attendais pas à ce qu'on m'apprenne encore des trucs et que je me prenne une claque sur un truc comme ça. Du coup, enfin, il a aussi envie de faire progresser ça et c'est aussi pour ça, je pense. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient ouverts et qui, une fois qu'on le sait, parce que moi j'en ai parlé aux médecins avec qui je travaille, j'en ai parlé à mes copains qui sont médecins et tout ça, et tous ceux à qui j'en ai parlé me redisent après, maintenant que tu me l'as dit, en fait, bah, j'en ai vu au cabinet, bah, j'en vois à la plage, j'en vois. Et donc, en fait, finalement, c'est un diagnostic qui est clinique. Si tout le monde savait reconnaître ou au moins suspecter un lipœdème, déjà rien que ça réduirait l'errance diagnostique. Et je pense que finalement, non, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'espère. J'ai envie de croire qu'il n'y a plus beaucoup de médecins qui seraient hyper braqués de dire ça n'existe pas, machin. Je pense que Ouais. tout le monde n'a pas beaucoup de tact et que malheureusement, effectivement, parfois, quand c'est amené par les patientes avec l'argument j'ai vu sur Internet que, Oui, oui, c'est ça. pas Ouais. hyper pris au sérieux, et en même temps, quand on voit les infos qu'on a sur Internet, c'est pas toujours d'une fiabilité incroyable. Mais que si là, on apporte un truc en disant non, mais il y a quand même une thèse qui a été faite, il y a quand même 1500 patients, enfin, et qu'on apporte des arguments comme ça, et que je publie des articles scientifiques dans des revues, et que je vais en congrès en parler à des confrères, enfin, moi, j'ai vraiment envie de faire le tour des congrès et d'en parler, d'aller en congrès de gynéco, en congrès d'endocrino, en congrès, parce que tous ces gens-là, ils les voient, ces femmes-là. Tout à fait. Enfin, Tout à fait. et donc, rien que par l'information ça existe, vous en Ouais. avez tous vu, et voilà comment on le suspecte. Mm. Déjà ça, ça soulagerait plein de femmes qui se retrouvent, enfin qui sont pas crues en fait. Des conseils à donner aux femmes françaises ou aux femmes en général, en fait, hein, atteintes de lipœdème actuellement, qu'est-ce que tu leur préconiserais? Je pense que le plus important et à la fois c'est le plus difficile, c'est de s'entourer, c'est-à-dire de trouver un médecin à l'écoute pour le diagnostic et les guider dans la prise en charge, ce qui est aujourd'hui le plus difficile, je pense, en France. C'est pas facile, mais on va progresser là-dessus. Je pense que le diagnostic, c'est une chose, c'est fait par les angiologues et ça permet d'avoir le nom sur la maladie, mais si la personne qui pose le diagnostic est pas la personne qu'on a l'impression de pouvoir avoir comme ressource, si on a des questions ou si on a besoin d'être accompagné, eh ben, il faut trouver une ressource ailleurs. Donc, alors moi je suis généraliste, donc j'ai envie de croire que j'ai des confrères qui seraient très ouverts à la discussion si on leur parlait de ça. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore de documents un peu clairs à présenter aux médecins. Quand ma thèse sera publiée, ce sera peut-être un peu plus facile d'appuyer avec des données scientifiques, mais je pense qu'il faut en parler, il faut se faire accompagner, et j'y pense notamment pour toutes les femmes qui seront opérées à l'étranger, euh, de bien s'entourer pour le post-op de retour, quoi, avec un médecin, une infirmière pour les soins, le kiné, enfin de bâtir un peu comme ça son équipe autour de soi avant de se précipiter dans des choses qui vont être complexes. Et le deuxième point important, et qu'on voit dans mon étude, mais aussi dans beaucoup d'études à l'international, c'est qu'il y a quand même dans cette population de femmes atteintes de lipœdème une grande souffrance psychologique de par l'impact que la maladie a directement sur le quotidien, hein, que ce soit les douleurs, les limitations physiques et tout ça. Et puis aussi probablement que l'errance médicale participe à tout ça, hein. Dans mon étude, l'errance médicale en France, elle est en moyenne de 19 ans. Il s'écoule 19 ans entre le début des symptômes et le diagnostic. Donc ça laisse un peu le temps de souffrir un petit peu seul, quoi. Et du coup, je pense qu'on néglige un peu trop cet aspect-là et que on le prend comme une maladie physique, donc on veut mettre en place la contention, mettre en place les drainages, mettre tout ça. Mais en fait, c'est avant tout une maladie chronique. Le lipœdème, on l'aura toujours. Même si on est opéré, ça change pas les gènes, ça change pas le fait qu'on aura toujours cette prédisposition-là. Et du coup, le diagnostic, ben oui, ça soulage parce que bah on a un vrai mot, on n'est plus seul avec ses souffrances et puis on n'est pas folle, on a bien une maladie. Mais il faut quand même accepter que ben on l'aura toujours, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose auquel on n'est pas préparé et qui n'est pas toujours facile à accepter et à gérer.
Et donc je pense que c'est hyper important, si on en ressent le besoin, de se faire accompagner sur ce plan-là aussi, le plus tôt possible, en fait. C'est une facette de la maladie que l'opération réglera pas. Et je pense qu'on en a pas on en connaît toutes des femmes qui ont été opérées et qui, pour autant, ne vont pas mieux parce que, il y a quand même ce truc à gérer de: «J'ai une maladie chronique» et puis, l'image de soi qui a été, impactée pendant des années et puis, voilà, je pense que s'entourer et se faire aider sur le plan psy, si on en ressent le besoin, c'est hyper important. Alors donc ta thèse pour le moment n'est pas accessible, hein, puisque Mmh. ton travail ne fait que commencer, il y a encore du boulot dessus. C'est ça. Dès qu'elle sera disponible, tu me le diras, je mettrai un petit lien, sous la vidéo pour que les personnes puissent avoir Mmh. accès, à tout Ouais. ton travail. Merci pour ce super boulot et voilà, qui diffuse beaucoup de connaissances et d'espoir, pour les femmes atteintes, de du diabète.